regarde. Le domaine, alors j'ai principalement du Julénat. En fait, il y a 10 hectares. Et il y en a presque 7 en Julénat. Il y a 1,5 en moulin à vent et 1,5 en Beaujolais village. Ça, c'est Pétnat 2020. Donc c'est du gamay à 88% et 12% en chardonnay. Et en fait, c'est mes raisins de tri. Tout ce qui est pas mûr ou pas très joli, au lieu de le mettre dans la cuve pour faire des rouges. Voilà. Donc ça fait un petit Pétnat tout sympa, c'est sec et ça fait 10,5 d'alcool. Au lieu de les mettre par terre et de jeter les raisins. Ouais, on a remarqué dans le Beaujolais, il y a plein de mignons qui font des pétnates avec les raisins triés. Bah oui. Bah, ça donne une nouvelle. Ça fait c'est Après, c'est l'apéro, c'est. Bah oui, oui. Et puis bah c'est quand même trop bête de faire des raisins, ils ont un intérêt, même si c'est pas pour faire des rouges, ça fait des jolis. Ouais. Mais la plupart des terroirs, où ça vient, c'est plutôt granitique. Pas trop, non, pas trop. Pas trop granitique. Nous à Julénat, on a plutôt ça. Ça c'est la pierre bleue, parce qu'elle est bleue. Elle s'appelle la diorite. Cette pierre, elle est très majoritaire à Julénat. C'est quasiment que ça. On la retrouve aussi sur Morgon, Côte de Pie et sur la côte de Bouilly. Mais c'est pas la pierre majoritaire dans le Beaujolais. Le Beaujolais, c'est connu pour le granit. Donc non, chez nous, on travaille sur. Enfin, les sols sont issus de la diorite. Ça, c'est 2 fois plus vieux que le granit. Ça fait 480 millions d'années et c'est très très dur. Et ça a juste une petite propriété, c'est que ça voudrait être schisteux. On dirait presque que ça va être schisteux. Il y a des lignes de faille là comme ça. Donc voilà, ça fait des jolis terroirs. Gamay qui fait plutôt des gamay un peu plus sombres, un peu plus austères au départ. Donc qui méritent 1 an ou 2 d'élevage. C'est pour ça que les Julénats, les 2019 commencent à être sympathiques. Et sur les belles cuvées comme Violette, là c'est 2018 qui est très bien. Les autres c'est encore beaucoup trop jeune. Voilà. C'est pour ça aussi que moi je me suis mis à faire du Beaujolais et du Beaujolais village pour avoir des vins un peu plus faciles à boire plus vite quoi. Vous travaillez plutôt sur un marché ici du coin français ou plutôt Je fais l'export, ça doit peser à peine 20%. Vous restez plutôt. Ouais, c'est plutôt en France. Alors ça se développe à l'export, mais j'avais beaucoup de clients en France. Après j'ai remarqué dans les caves avant, il est beaucoup présent. Ouais, chez les cavistes, ouais. Après j'ai beaucoup de restaurateurs. Beaucoup à Paris, à Lyon, c'est principalement. Donc depuis le début du Covid, ça a été compliqué. Mais à contrario, jamais vendu autant de vin. Donc quand là je commence à avoir les commandes des restaurateurs qui arrivent, là je fais oulala. Donc c'est très bien quoi, mais c'est vrai que l'export a bien marché, les cavistes ils ont marché. Ils ont fait 13 mois de décembre, c'était tous les jours de Noël. Beaujolais. Donc ça c'est un petit hectare de vigne que j'ai à Emeringes. Alors Emeringes c'est tout petit village qui est au-dessus de Julénat. Donc c'est mon nouveau en fait, c'est mon Beaujolais nouveau, que je garde aussi pour le printemps. Là-bas c'est plutôt des granites mais avec beaucoup de silice, beaucoup de quartz. Donc ça fait quelque chose, c'est une géologie très particulière à Emeringes. On la retrouve nulle part ailleurs dans le Beaujolais. Et ça fait moi j'aime bien parce qu'on arrive à faire des vins très aériens, très légers quoi. Et les choix des vinifications, parce qu'on a remarqué il y a certains mignons qui ont entre guillemets plus bourguignons ici, et certains qui font traditionnel, des macérations carboniques. Ouais, moi je suis vraiment carbonique. 100%, 100%. 100% carbonique. Et vous faites avec genre ouvert ou. Non, fermé. Fermé? Ouais, fermé. Donc c'est vraiment une macération carbonique. Et en particulier pour les Beaujolais. Enfin, Julénat, j'avais des cuves en béton qui étaient certes fermées, mais elles n'étaient pas verrouillées. Donc c'était pas tout à fait carbonique, mais c'était pas une semi-carbonique beaujolaise. Parce que souvent, en Beaujolais, en particulier dans le nord du Beaujolais, on avait l'habitude de griller les raisins. C'est-à-dire qu'on mettait une grille, et puis avec la température, le jus montait au-dessus du raisin, et tout le raisin était immergé. Donc ça, c'est vraiment le côté très traditionnel, et moi je le fais pas. Parce que ça extrait beaucoup trop pour mon goût, et puis ça impose de fermenter à haute température, entre 25 et 30 degrés. Et moi je cherche à fermenter à basse température. Parce que tous les raisins sont récoltés dans des caisses de 20 kg, et je les stocke dans un conteneur réfrigéré. Comme ça je refroidis toute la journée, toute la nuit le raisin. Et les premiers jus que j'ai dans la cuve, quand le lendemain j'ai mis les raisins dans la cuve, au fond j'ai des jus entre 8 et 10 degrés. Et donc ça va pas fermenter pendant 8-10 jours quoi. Ça c'est Beaujolais nouveau, ça a macéré 14 jours. Mais il n'y a eu que peut-être 4 ou 5 jours de fermentation. Et dans la fermentation, vous faites l'extraction des jus ou vous faites raisin et jus ensemble? Alors les jus restent au fond de la cuve. Restent au fond de la cuve. Voilà, mais je fais très peu, voire pas du tout de remontage. Ah, vous faites pas de remontage? Ok. J'en fais sur des macérations de 21 jours, j'en fais 3 ou 4, peut-être pas plus. Et c'est très léger. Souvent je le fais avec des seaux. Je mets pas une pompe, avec des seaux. Ou alors une cuve un peu plus grosse et je prends tout le jus, puis par gravité j'arrose, mais j'évite d'utiliser la pompe.
Donc ça fait 12 degrés, c'est vraiment Beaujolais. Et vous pensez quoi sur lever les liquides dans la... À faire une carbonique sèche, oui. C'est très intéressant. Je voudrais bien essayer, il suffirait que je réfléchisse un peu. Je m'organise un peu avant, je voudrais bien essayer, parce que ça peut être très intéressant d'être vraiment strictement enzymatique dans la macération. Et, voilà. Et ça risque de craindre la sécheresse à la route ici, à Julinas, avec les terroirs qu'il y a, ou ça arrive pas souvent? On la sent venir la sécheresse. Alors, moi j'ai 6 hectares et demi rien qu'à la Botière ici, autour de la maison. Donc une grosse partie de mes vignes elles sont ici. Là on a des terrains qui sont plutôt forts et riches en eau, donc la vigne elle souffre pas trop. Ouais. Mais c'est pas le cas de partout. Ça c'est Beaujolais Village 2020, c'est les vignes que j'ai à la chapelle de Guinchet. On en vient là, on était dans les vignes pour essayer de désherber un peu, l'herbe pousse vite. Particularité de cette vigne, c'est qu'elle appartient à la famille de, enfin c'était les vignes de Jules Chauvet. Jules Chauvet, très connu et tout. Et c'est super terroir de, plutôt des alluvions, des gravières, des galets un tout petit peu roulés. On est en limite d'appellation Chénat. Donc pareil, la macération carbonique, c'est vraiment le même itinéraire que le Beaujolais. Sauf que là c'était mûr, ça fait 14,4 d'alcool. Et pour les travail en vigne, vous faites un travail avec le cheval traditionnel de... Alors moi je suis tout en bio. En bio? Ouais, ça c'est tout bio. Tout est certifié, donc ça c'est encore en conversion, mais les vignes Juliana elles sont déjà certifiées bio. Quelques touches de biodynamie, mais c'est encore comme ça. Et puis le cheval, bientôt, donc il y en a déjà des chevaux dans le... Oui, j'avais un cœur à côté jusqu'à gauche. Les étiquettes, c'est vous qui les faites, qui les dessinez? C'est ma maman, voilà. Donc en fait, toute cette petite cuvée là qu'on boit, c'est des cuvées plutôt faciles à boire. Elles sont très plaisantes. Ouais. Donc ces étiquettes assez colorées, faciles, tout ça. Après on va goûter j'ai cherché les deux cuves un peu plus sérieuses ou l'étiquette un petit peu plus classique. Quoi. Donc, vous faites un passage en bois dans tous les vins, ça non? Ça qui est cool. Ça, il y a un fût. Il y a un tonneau, c'est autant dire à peine 10%, mais là il n'y en a pas du tout. Là il doit y avoir 15%. Et puis après on monte jusqu'à 100% en fût, dans les grosses cuvées. Et vous, ça fait combien de temps que vous avez pris l'affaire? Premier millésime 2008, donc 14 millésimes bientôt. Donc là c'est Juliana 2019, alors c'est la Botière, c'est ici, mais c'est toutes les jeunes vignes. Donc les vignes que je replante différemment, maintenant je plante à beaucoup plus large, 2 mètres par 80 cm. Et donc c'est des vignes qui sont plantées en 2014 et 2015, donc vraiment jeunes vignes, et ça fait toujours un jus un peu plus décontracté, même si c'est Juliana, plus décontracté. Donc entre le sérieux et le terroir de Juliana, mais avec quelque chose d'assez facile à boire. Vous pensez que dans les prochaines années, vous allez planter dans des autres cours ou vous restez lié à Julinas? J'en ai déjà bien assez à Juliana. Par contre, tout n'est pas planté. En fait, j'ai 12 hectares en tout. Il y a 2 hectares qui se reposent tout le temps. J'ai pas envie de remettre que du gamay. Très bien, le gamay, j'adore, mais il y en a beaucoup. Et j'ai des coins où je voulais mettre, par exemple l'année prochaine, je pense planter un aligoté, et aligoté sur ce terroir de schiste. Et ça peut faire des grands jets. Je crois qu'il n'y a pas ici dans le Beaujolais aligoté. Mais non, il n'y en a pas beaucoup, et puis c'est pas dans l'appellation, donc il y en a que ça effraie. Moi, l'appellation, je m'en fous. Alors, ça sera du vin de France, et puis... mais ça donne des vins qui... Nous, on a goûté des aligotés, après, ça dépend. Si tu vois à Bouzelon ou si tu vois un côté. Moi je trouve que ça, il y a toujours des beaux amers, des belles fraîcheurs qui arrivent avec la ligotée. Alors, et puis je pense que c'est comme les grands chardonnays, il faut les laisser 3 ans en tonneau pour qu'on va aller chercher une maturité qui amène de la complexité et qu'on retravaille sur les amers pour retendre les vins. Et ça, il suffit de voir les vins de Valette, on retrouve des acidités, mais si vraiment 15 jours après tout le monde, il a des acidités parce qu'il a des longs élevages. Et Raphaël Saint-Cyr, il a des super blancs qui commencent à travailler dans cette idée-là. Franchement, oui, au bout de 3 ans en tonneau, c'est tendu, c'est frais, et pourtant c'était très mûr. Donc ça c'est la Botière, on est ici, mes vieilles vignes, 2018. Ça c'est élevé ici dans les fûts et les demi-muits. Là c'est plus sérieux. Le gros. Il y a plus de choses. En 2018 en plus c'est un millésime qui était un peu riche au départ, qui était peut-être un peu too much. Et en fait ça s'est bien retendu, c'est pour ça que je suis pas pressé de les vendre. Parce que justement ça mérite d'attendre. Vous pensez qu'ils ont un potentiel de garde à Juliana par rapport aux autres? Un gros potentiel de garde à Juliana.
Parce que déjà, il faut attendre pour consommer les vins. Oui, ça peut. Je la trouve toujours un peu plus charnée, vous dites, plus structuré, charpenté. Ouais, c'est ça. Et il y a des tanins qui peuvent vite être très puissants et voire durs. Hein. Moi, je trouve que après, chacun fait des Juvénats comme il entend, mais souvent les Juvénats, il faut s'accrocher, il faut manger avec, il faut. Voilà. Donc pareil, toujours de macération carbonique, même travail, sauf que là, le terroir sur les vieilles vignes, c'est beaucoup plus concentré. Les vieilles vignes de Gamay, par rapport à les vieilles vignes de Pinot Noir, parce que le Gamay, il est toujours un peu plus. Il donne plus de raisin par rapport au Pinot Noir. Ouais, peut-être, ouais. C'est des récoltes toujours, même si c'est des vieilles vignes, c'est des récoltes plutôt. Généreuses. Ouais, non, pas trop. Moi, je fais. Enfin, sur le cep, il y a peut-être 30-40 hectolitres hectares. Après, il m'en manque pas mal, hein, souvent dans ces vieilles vignes, donc je ne peux pas pouvoir les garder très longtemps. L'idée, ce serait peut-être justement de récupérer les bois et de greffer cette vieille vigne, de faire de la massale avec. Mais bon, oui, c'est toujours le Gamay, il peut faire beaucoup, même des vieilles vignes peuvent faire encore des jolis vins. Par contre, là, elle est enracinée vachement profondément et on a tout de suite une belle salinité dans les vins et une belle minéralité, quoi. Vous avez raflé à la totale ou vous gardez un peu des rafles? Ah non, c'est tout grappe entière. Grappe entière? Ah ouais, jamais raflé. Jamais raflé, zéro. En fait, avant, j'avais un grappa, je l'ai vite vendu. Après, ouais, je crois qu'il raconte tout le monde, là, c'est traditionnel de garder un peu les grappes entières. Ouais. Après, il y a des millésimes où certains ont fait un peu un millefeuille entre grappe entière, grappe non grappée et tout, et c'est vrai qu'il y a des jolis résultats. Moi, je trouve que éraflé, ça. Je l'ai fait beaucoup, avant c'était 100% éraflé chez moi jusqu'en 2012-2013. Et en fait, on avait des vins. Ouais, ça manquait un peu de. Ouais, c'était un peu plateau, quoi. Et là, on va à Vayolette. Vayolette, c'est donc de l'autre côté de l'appellation, un autre climat de Juliana, 2018 également. Donc là, on est vraiment sur la pierre bleue. Hein. Ce gros morceau là, il vient de la Vayolette. C'est un endroit où les vins, ils ont besoin encore un peu plus de temps. Donc, par contre, on a vite la finesse, le côté floral. C'est vachement tendu, quoi. C'est vraiment un Juliana. On est en 2018, on est en 2021 aujourd'hui. Les 2018 commencent à se réveiller, quoi. Donc, on est déjà sur des vins qui ont. Quand les copains fleuris sont sur la vente de 2019, voire les 2020, et ben voilà, donc peut-être commencer à vendre les 2018. Et c'est également une macération 100% carbonique. Moi, je voulais faire une question. Avec les pluies qu'il y a eu l'année dernière, 2 voire 3 semaines, les terrains ici, ils ont bien drainé ou c'est des problèmes? Non, c'est un problème. C'est un problème pour vous, hein? Il y avait de l'hydromorphie, moi j'ai drainé, quand j'ai replanté, j'ai posé des drains parce que en fait c'est assez visuel. On est sur un piémont, même sur un plateau de piémont, donc tous les limons, les éléments les plus fins, ils se sont descendus avec le temps et puis en fait ici se sont un peu accumulés. Et dès qu'on la route elle redescend après et là on redevient un peu plus caillouteux et tout. Donc en fait ici on arrive sur une zone où il y a peu d'accumulation, côté un peu plus hydromorphe, c'est-à-dire que l'eau a du mal à s'évacuer. C'est bien quand les années sèches, les années humides, c'est compliqué. Et même là à la chapelle de Guinchet, les sols sont plus filtrants, plus drainants à la chapelle qu'ici à la Bottière. Voilà, donc c'est le gros bémol. Et donc les limons c'est compliqué à travailler parce que soit c'est très boueux, ou soit c'est dur comme du béton. Ouais, ça va être un année compliqué. Ouais. La gelée vous a touché ici? Pas trop, non. Dans les dernières années, vous avez eu des gelées? Non. Ici? Jamais. Aussi 2019, on a dû geler un petit peu, mais c'était pas très visuel. C'était pas aussi flagrant que dans la Connaît ou. Voilà. Il sait plus la grêle. La grêle, on l'a. Voilà, en 19, on l'a pris. Non, pas trop. La dernière fois qu'on a pris un bon coup de grêle, on grêle pas trop ici encore. On a de la chance. Les grosses grêles du Beaujolais les dernières années, c'était 2016 et 2017. 2016 à Fleury, il n'y avait plus rien. Et 2017 aussi, ça a bien grêlé, et ça a grêlé à 200 mètres près, là, c'était plus, mais il n'y avait plus rien. Mais avec la grêle, il y a un problème juste de qualité et quantité, aussi de qualité du vin. Quelquefois, il peut y avoir un problème de qualité. De qualité aussi. Ouais. On peut avoir ce qu'on appelle le goût de grêle. Le goût de grêle, compliqué de pas le choper. Moi, j'ai jamais trop eu à faire parce que justement, j'ai pas trop grêlé. Mais on peut avoir un côté un peu fatigué et un peu tannique vert. Voilà. Ça, c'est le goût de grêle. Parce qu'en fait, dans les macérations trop classiques, on va quand même extraire des rafles, des tanins de la rafle ou pas, d'ailleurs, même des peaux qui vont être un peu abîmées, quoi. Donc, et c'est pas aussi fin. Et l'autre jour, j'ai goûté un 2017 de Fleury, je sais plus qui, mais on sentait. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a un truc là? Il me dit, mais c'est le goût de grêle. Ah oui. Et ça, je ne connais pas beaucoup. Et ça peut, qualitativement, ça peut être emmerdant. Alors, après, sur les marchés,
entre Lyon et voilà, toute la Bourgogne. Vous êtes plus lié à des restaurants à Lyon ou ici? Non, à Lyon. À Lyon, c'est Lyon, Lyon. ouais. Ouais, Alors moi en plus je suis lyonnais du côté de ma mère et tout, et j'ai toujours fait de Lyon une priorité pour vendre les vins, parce que en fait Beaujolais c'est le troisième fleuve de Lyon. ouais. Il y a le Rhône, la Saône et puis le Beaujolais, parce qu'il coulait à flot et il coule à flot. Et puis la gastronomie lyonnaise, elle se prête, c'est complètement fait pour le Beaujolais, quoi. Que ce soit du Juliana ou aussi des petites cuvées, donc voilà. Et aujourd'hui, il y a quelle valeur en vigne ici à Juliana, un hectare? Ah bah le Juliana c'est entre, les prix je crois c'est entre 35 000 et 60 000 euros de l'hectare. Et il y a moins cher que Juliana. Juliana c'est cher pour ce que c'est. Parce qu'en fait, pour faire des jolis vins à Juliana, à 35 000 euros de l'hectare, tu as un truc qui est comme ça. Qui n'est pas mécanisable, enfin oui, mais tu as du boulot, il faut remonter de la terre, c'est des vieilles vignes pas forcément hyper d'aplomb et tout, donc après il peut y avoir des très grands secteurs. Ouais, mais c'est quand même accessible, hein, parce que Ah bah oui, bien sûr. Par rapport à les autres... Mais après personne ne veut du Juliana entre guillemets, c'est pas une appellation sexy. Le Morgon tout le monde en veut, ouais voilà, le Morgon il y en a sur toutes les cartes du monde entier quoi, mais Juliana c'est plus tout le monde s'en fout. compliqué,